d'accessibilité dans la première partie. Et dans cette seconde partie, on va parler d'écologie, de numérique responsable dans le sens écologique. Et écoutez, trois professionnels, il se trouve qu'ils sont tous les trois en Belgique, donc on passe du Québec à la Belgique. Et on va commencer par une étape à Bruxelles. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous allons écouter Estienne. J'ai mal prononcé votre nom tout à l'heure, votre prénom. Estienne Van de Weg, qui travaille pour le Centre d'art Central for Contemporary Art à la ville de Bruxelles, et Vanessa Bebron, qui est accompagnatrice en charge du volet muséal auprès d'Event Change, une structure qui a pour vocation d'accélérer la transition durable du secteur culturel et événementiel en Belgique francophone. Je vous laisse la parole toutes les deux. Alors, je vais partager le sketch note de Vanessa. J'espère que ça va fonctionner. Dites-moi si ça fonctionne. Ça fonctionne. Super. À toi, Vanessa. Ah, tu as ton micro qui est coupé. Il faut brancher votre micro. Ah oui, merci. Donc, merci Leïla, c'était absolument passionnant. Donc, pour faire un petit topo sur la Belgique, au niveau de tout ce qui est numérique, il y a tout de même une étude faite en 2023 par la Fondation Rabaudouin qui révélait que 4 Belges sur 10 étaient en situation de vulnérabilité numérique, aussi bien au niveau de l'accès à des outils qu'au niveau de la connaissance de ces outils. Donc, pour situer un peu le contexte belge qui est toujours un peu particulier, nous avons des organisations et des moyens de subside très différents entre le nord et le sud du pays. Et pour faire un petit topo vite fait sur le nord avec la Flandre, donc eux sont actuellement, d'après ce que mes collègues ont pu me raconter, axés sur tout ce qui est recherche de matériaux, donc de IT durable, de stockage de sites Internet qui soient responsables aussi. Et ils dépendent très fort des politiques de durabilité des lieux dont ils dépendent. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc la partie francophone du pays, nous avons des musées qui sont reconnus et ces musées reconnus sont classés en 4 catégories qui ont toutes des obligations d'accessibilité, des obligations aussi d'intégrer les nouvelles technologies, alors à des stades très différents, avec soit des intégrations progressives, mais ça peut aller jusqu'à l'intégration de nouvelles technologies au niveau de la scénographie, de la pédagogie, mais aussi des moyens de communication. Et de manière générale aussi, des injonctions à numériser les collections belges pour pouvoir les rendre plus accessibles auprès de la population et pour pouvoir faciliter tout ce qui est recherche scientifique. Alors, dernièrement, au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un nouveau service a vu le jour, qui est le service des enjeux culturels et de durabilité, avec une cellule durabilité numérique et intelligence artificielle. Mais cette cellule étant toute nouvelle, c'est difficile aujourd'hui d'en dire plus. Mais voilà, il y a une attention qui est portée à ces enjeux-là. Et donc, si je résume un peu tout ça, je pourrais dire qu'au niveau des musées belges, nous n'avons pas encore vraiment de responsabilité sociétale et environnementale. Nous n'avons pas d'obligation à être durables aujourd'hui dans les moyens que nous mettons en œuvre. Et nous n'avons pas eu jusqu'à présent beaucoup d'injonctions à la sobriété. Au contraire, différents subsides et sponsoring ont tendance à engager les musées vers le développement d'outils numériques qui ne correspondent pas toujours à des besoins réels. Alors, comme le secteur français, nous avons eu besoin, lors de la crise sanitaire, de développer des visites virtuelles dans l'idée de rester en contact avec les visiteurs, mais aussi de rendre les collections accessibles. Mais de manière générale, beaucoup d'opérateurs aujourd'hui semblent avoir envie de retourner davantage vers du réel, pour tous les services de médiation. Réel et aussi une envie de faire ensemble, de ne plus être chacun devant une tablette ou un écran d'une borne. Alors, ce retour vers le réel est probablement lié à un travail de sensibilisation des fédérations muséales, et notamment pour celle de musées de MSW, musées et sociétés en Wallonie. Et c'est là aussi qu'Event Change
essaye à son niveau d'encourager les structures culturelles à repenser leurs besoins. Donc nous travaillons dans le secteur culturel et événementiel et on fait souvent le constat qu'au niveau des structures que l'on accompagne, ce n'est pas la difficulté de trouver les ressources qui se posent, mais plutôt la difficulté de trouver le temps, de faire un peu le tri entre toutes ces ressources. Et donc, nous avons voulu mettre en place des groupes de travail, et c'est à ce niveau-là qu'Estiel pourra rebondir pour expliquer de manière pratique ce qui a pu en émerger. Et le but de ces groupes de travail était de pouvoir aboutir à des outils pratiques, de pouvoir un peu dégrossir le terrain et de répondre à des besoins du secteur et non pas des besoins que nous estimions. Et c'est comme ça, par exemple, que nous avons décidé de ne pas travailler directement au niveau du matériel IT, mais plutôt au niveau de tout ce qui est éco-conception des sites Internet. Et donc, nous avons organisé une série de formations et workshops durant l'année 2024, au cours desquels nous avons invité des experts en la matière, alors aussi bien au niveau de personnes comme Pascal Courtois, qui fait partie des designers éthiques, mais aussi Julien Hanard, qui lui est spécialisé dans la médiation et notamment tout ce qui est gaming pour les structures culturelles. Et le but de ces différentes interventions était de pousser la réflexion avec les différents musées de ces groupes de travail sur les besoins qu'ils avaient réellement, plutôt que sur ces injonctions qui venaient d'en haut, et d'aboutir à des documents de travail. C'est comme ça qu'on a abouti fin décembre au document qui est présenté devant, qui se veut un peu ludique et qui va être un support, un document un peu plus long pour expliquer différents petits tips à mettre en œuvre pour avoir notamment une communication qui soit plus responsable au niveau des réseaux sociaux. Et donc, vous voyez cette injonction de faire moins mais mieux. C'est vraiment un discours qu'au niveau de la structure, nous avons envie de porter, poser la question de la décroissance, du ralentissement. On est convaincu que l'on peut repenser le travail au niveau de la médiation notamment en repensant nos pratiques et en permettant notamment, par exemple, de développer peut-être davantage tout ce qui est jeux vidéo. En tout cas, c'était quelque chose qui était fort ressorti d'un des workshops, en mettant en avant que justement le développement de ces outils numériques était souvent difficile à tenir pour les musées et que pour remplir les objets pédagogiques réels, d'autres outils étaient plus adaptés. Voilà, donc là, nous avons eu ce groupe de travail sur l'éco-conception et le but, c'était évidemment de pouvoir agir au niveau écologique, de pousser une réflexion sur la décroissance des outils mis en place et de repenser la façon de les utiliser pour les rendre plus efficaces. Et puis aussi, avec cette notion d'efficacité, venait la notion d'accessibilité, parce que par la force des choses, le constat était là, un site qui est éco-conçu est souvent plus ergonomique et donc plus facile à utiliser pour ce public qui est plus vulnérable au niveau de sa connaissance du numérique. Et là, je te propose, Estiel, de pouvoir peut-être expliquer plus pratiquement ce que toi, tu as pu mettre en place au niveau de ta structure. Oui. Donc moi, j'ai plus particulièrement participé au groupe de travail sur le numérique responsable et la communication responsable, notamment principalement sur le digital. Donc effectivement, on a partagé des connaissances de sites éco-conçus, mais aussi de communication responsable, donc de plans de communication responsable en règle générale. Et donc, c'est effectivement faire un audit de l'existant. Donc, qu'est-ce qu'on fait déjà? Qu'est-ce qu'on devrait peut-être arrêter de faire? Et par exemple aussi revoir les fameux KPIs dont on parle souvent. Peut-être effectivement les rendre plus durables plutôt que quantitatifs. Et donc ça a été toute une série de choses qu'on a mises en place. Je vous invite par exemple à aller sur le site de la Centrale, donc le Centre d'art de la ville de Bruxelles, centrale.brussels. On a en fait développé toute une page donc, suite à l'audit d'EventChange qui reprend tous nos engagements de durabilité et d'inclusivité, donc parce que je suis aussi la personne de référence pour l'inclusivité à la Centrale. Et donc c'est une page web qui reprend un petit peu tous nos engagements, toutes les bonnes pratiques déjà mises en place et les pratiques qu'on aimerait aussi développer. Donc on a beaucoup parlé d'accessibilité et d'inclusivité, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais en tout cas, par exemple, ce qui m'a questionné tout à l'heure, j'ai trouvé la présentation vraiment très complète avec le musée
d'Aubry, je pense, à Nantes. Mais justement en utilisant l'URL du site web et en le testant sur des sites comme Website Carbone, on a pu voir que le résultat était assez négatif en termes de, voilà, de consommation énergétique. Et donc ça, c'est à mon avis dû effectivement à la vidéo qui est en homepage. Donc ça, c'est effectivement des choses sur lesquelles il faut peut-être avoir des points d'attention. Aussi ici, voilà, on met des visuels légers, il y a des nouveaux formats comme WebP qui permettent d'être moins lourds sur le site web. Donc voilà, nous on a mis toute une série de choses en place et notamment on a utilisé un outil, Vanessa, tu pourras peut-être me rappeler qui l'avait fourni, qui est cet outil qui nous permet de calculer notre impact approximatif en kilos CO2 équivalent pour la communication numérique. Est-ce que tu peux me rappeler qui l'avait partagé? Pascal Courtois de Designer Éthique, qui s'occupe Voilà. des questions et d'accessibilité. Voilà. Et donc maintenant, chaque année, en fin d'année, on calcule à peu près tout ce qui a été fait au niveau communication digitale, donc les mailings, tout ce qui est vidéo, réseaux sociaux, sites web. Et donc tout ça est repris dans ce tableau. Et donc là, on voit un total quand même qui est de 1322 kg CO2 équivalent pour l'année 2023. En 2024, on a fait beaucoup d'efforts et on est arrivé quand même à une baisse, c'est-à-dire qu'on est à 1177, avec quand même la conclusion que ce sont les campagnes mailing qui sont les plus énergivores. Donc ça, on va essayer d'en envoyer quand même moins souvent, parce que comme vous pouvez le voir, on avait 18 newsletters envoyés en 2024, ce qui est à mon sens beaucoup trop. Je pense qu'on pourrait être complètement s'en limiter à une par mois. Voilà. Ensuite, TikTok n'est pas le réseau qui est le plus énergivore, mais on pense tout de même à arrêter sur cette plateforme parce que voilà, on est en pleine réflexion aussi sur éthiquement sur quel réseau rester ou non. C'est vrai que TikTok est quand même très très énergivore, c'est une des plateformes les plus énergivores avec Pinterest notamment. Et au-delà de ça, il faut savoir si on trouve vraiment nos publics sur certaines plateformes. TikTok n'est peut-être pas la plateforme où il y a le plus de personnes qui sont vraiment friandes d'art contemporain, ou en tout cas par rapport à Instagram qui est vraiment très art visuel, peut-être moins. On s'est aussi posé bien évidemment la question d'Instagram et Facebook, étant donné les dernières réglementations en place de Meta qui permettent des discours insultants et dangereux auprès des minorités de genre, racial, etc. Et donc ça, c'est très problématique. On est évidemment contre ces nouvelles réglementations. Donc voilà, on a communiqué aussi beaucoup avec nos communautés sur les réseaux pour prendre le pouls et à terme prendre une décision de quitter ou pas les plateformes, ou peut-être rester justement pour être une voix dissidente, c'est une grande question. Mais en tout cas, voilà, c'était aussi pour partager le fait qu'on puisse effectivement monitorer toute sa communication digitale et prendre des choses en main, aussi pour pouvoir produire moins, mais mieux toujours. Donc ça, c'est toujours effectivement le motto de l'équipe de la centrale Event Change aussi, évidemment. Et donc, voilà, nous, on est assez heureux d'avoir vu qu'on avait pu, avec quelques petites actions, baisser notre consommation en CO2. Voilà, je vais peut-être la faire courte parce qu'on est déjà en retard, mais voilà, si vous avez des questions, je suis disponible. Donc, on revient à nouveau à la notion de ralentissement et de réduction qui est vraiment un mot qui a été utilisé par une grande partie des intervenants depuis ce matin. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le chat au sujet de l'intervention de nos amis de Bruxelles? Alors, je regarde. Amandine, comme je ne vois pas les questions du chat, est-ce que tu as vu passer des questions sur l'intervention d'Estiel et de Vanessa? Pour le moment, pas de questions. Non. Pas pour le moment. Alors, je peux peut-être rajouter quelque chose quand même. Oui, allez-y. Oui, je voulais quand même rajouter que c'était important de noter que malgré la baisse justement
dans le nombre de posts publiés et dans la communication même print, on a vraiment fait une grosse décroissance à tous les niveaux. On n'a pas du tout perdu en communauté, au contraire. Donc, par exemple, sur l'exposition qui avait précédé notre fermeture pour quelques mois, on a eu, ça a été l'exposition qui a accueilli le plus de visiteuses, alors qu'on avait vraiment réduit notre communication print, notamment, et web entre-temps. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui est assez parlant, parce que c'est pas parce qu'on fait moins qu'on va avoir moins de public. Donc là, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi que j'ai envie de communiquer à mes collègues plutôt la De programmation. public C'est et si la d'engagement aussi. Voilà, exactement. Et donc, si la programmation est qualitative, si le visuel de l'affiche donne envie, le public sera au rendez-vous. Et donc, ça, c'est très important. Là, l'exposition actuelle était une exposition de groupe. On a moins communiqué. Mais comme c'était une exposition de groupe, la communication s'est faite de manière assez naturelle par le réseau. Et donc, ça, c'est aussi des choses, des créations de valeur qu'on peut faire aussi avec l'humain et pas forcément en multipliant les canaux de communication. Alors, je vous propose de rester en Belgique et on va aussi rester indirectement dans la galaxie d'Eventschange, puisqu'on va, pour terminer ce tour de table international, parler, on va passer de Bruxelles à Mons et écouter Mathilde Lany, qui travaille au pôle muséal de Mons, qui est chargée de projets nouvelles technologies. Et il se trouve que le pôle muséal de Mons travaille aussi avec Eventschange pour un événement qui, je crois, a démarré hier. Et je voulais terminer là-dessus parce que c'est un événement qui utilise une technologie qui est de plus en plus à la mode dans notre monde et dans les musées, le vidéomapping, puisque depuis hier se déroule le 2e festival Mons en Lumière. Donc Mathilde, je vais donner la parole pour terminer, pour que tu nous dises un petit peu comment vous avez intégré aussi ces préoccupations écologiques, environnementales et responsables dans le cadre de ce festival, de ce nouveau festival qui est la 2e édition cette année. Oui, merci Pierre-Yves. Donc oui, Mons en Lumière a commencé hier. Et donc, du coup, c'est pas, moi je ne coordonne pas le projet, mais justement, la coordinatrice du projet est bien occupée. Du coup, je prends le relais pour présenter cela. Donc, Mons en Lumière est piloté. Je vais partager ici mon écran. Je vous voyez la présentation. Oui, voilà. Donc, le festival est piloté par le pôle muséal de la ville de Mons, c'est-à-dire le service des musées communaux, si on peut dire, de notre administration à la ville. Et voilà, donc comme l'a dit Pierre, la 2e édition a été lancée hier. Et en fait, depuis la première édition qui a eu lieu en 2024, nous avons été accompagnés par Eventschange. Voilà, donc dès 2023, forcément. Quelques exemples, donc je vais aussi faire court puisqu'effectivement on est déjà un petit peu en retard, mais voilà, j'ai fait un petit résumé des actions, je vais dire, principales qui ont été mises en place. Donc c'est avec vraiment une volonté d'être éco-responsable dans ce festival des Lumières. Quelques exemples, typiquement dans la mobilité, on sait que c'est les déplacements des visiteurs qui ont le plus d'impact. Donc vraiment, on favorise la mobilité douce. L'année passée, cette année-ci aussi, avec un parcours qui commence au départ de la gare et des partenariats avec la SNCB, donc c'est le réseau de train, et le TEC, donc le réseau de bus, pour voilà, augmenter la fréquence des bus en soirée, ce genre de choses. Voilà, alors au niveau, donc on a mis en place une équipe de bénévoles qui forment vraiment une communauté, donc ça a bien fonctionné aussi. Et l'équipe de bénévoles aussi et de production et l'entièreté de l'équipe, par exemple, a été équipée de gourdes pour faire voilà, comme ça il n'y a pas de bouteilles en plastique. On est très attentif aux déchets aussi au niveau des zones Horeca présentes sur le festival. Donc voilà, ravitaillement en fontaine à eau.
un ramassage constant des déchets aussi. Ça a été une des améliorations entre 2024 et 2025. Je présenterai après quelques améliorations parce que justement, dans cet accompagnement, en fait, ce qui a été mis en place, c'est aussi de faire une enquête pendant le festival avec tous les participants pour mettre en place les améliorations d'année en année, savoir comment viennent et d'où viennent les visiteurs, très important. Et en fonction de ça, on adapte l'année d'après. Et donc ici, voilà encore quelques exemples. Les installations sont principalement, sont en priorité avec de lumière LED, une grosse limitation autant possible des générateurs électriques. Donc il y en avait 2 l'année passée, on est passé à 1 seul cette année-ci. Voilà, une charte de durabilité pour toutes les concessions Horeca durant le festival. Aussi quelque chose qui a, je pense, beaucoup d'impact, c'est le merchandising qu'on a décidé donc sur les 4 éditions, toutes les nombreuses éditions qu'il y aura, de ne pas le dater. Comme ça, on a commandé l'année passée et on peut le réutiliser. Pareil pour la communication, donc les bâches réutilisables aussi. Également les panneaux de signalétique qui ont été faits, alors effectivement l'achat ça coûte peut-être un peu plus cher, mais la volonté est de pouvoir les réutiliser en pouvant, comme ça ils sont modulables et on peut les réutiliser d'édition en édition. Donc voilà, réutilisation, je vais pas dire recyclage parce que c'est chaque année, c'est pas encore du recyclage, mais voilà, un gros travail sur l'accessibilité aussi. Voilà, je pense que je ne vais pas intervenir trop longtemps. Voilà, alors aussi cette année, il y a un partenariat, donc cette édition 2025, on a un nouveau partenariat aussi avec ProVélo qui permet de louer des vélos, enfin qui prête des vélos pour la production. Donc l'équipe de production se déplace d'un site à l'autre en vélo. Par exemple, petit plus cette année, plus de poubelles parce qu'on a remarqué qu'il en manquait l'année passée, et aussi un ramassage plus fréquent des déchets grâce à un vélo cargo qui va vider les poubelles. Donc voilà, plein de petites tâches, bonnes pratiques très concrètes que voilà, ici je viens partager. C'est plus dans l'événementiel, mais voilà, c'est des petits aspects très concrets et surtout le fait de sensibiliser, voilà, en se faisant accompagner, mais aussi en disant les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on a constaté. Et voilà, cette année 2025, on refait une enquête pour également se réaméliorer l'année prochaine, etc., etc. Voilà, ici, les nouvelles, il y a eu des améliorations, donc on a constaté grâce à l'enquête qu'il fallait améliorer encore les horaires de bus. Donc voilà, un travail constant, une volonté vraiment de faire un événement parce que l'énergie est au cœur, finalement, c'est Mont Sans Lumière, donc c'est quand même au cœur du propos, mais avec la volonté de faire ça de façon la plus éco-responsable qui soit. Pas beaucoup, voilà, je vous laisse les exemples à l'écran, c'est beaucoup de petites actions, mais voilà. On peut dire que c'est un événement très inclusif parce qu'il est gratuit et Oui. qu'il a attiré plus de 140 000 visiteurs l'année dernière et que vous travaillez aussi avec les artistes locaux, avec les étudiants et avec les communautés locales. Oui, donc on intègre des projets participatifs aussi avec des écoles, des ASBL et l'accessibilité, donc tous les sites, donc je vais au niveau accessibilité, voilà, il y a vraiment des bénévoles dans l'équipe des bénévoles qui sont dédiés à l'accueil des personnes à mobilité réduite. Et les équipes ont été formées pour l'accessibilité et le handicap. Donc il y a aussi effectivement un vrai travail sur l'accessibilité et l'inclusion. Voilà, aussi dans les critères de sélection des artistes, en fait, on met aussi des critères éco-responsables dans l'appel à projet auquel ils doivent répondre. Donc en fait, ça fait partie des critères de sélection pour les installations sur le parcours. Et les critères de parité, et le critère de parité aussi pour les artistes, si je ne m'abuse.
Oui, ça, on y travaille parce que c'est pas si évident. Mais effectivement, on voudrait encore plus mettre en avant ça l'année prochaine. Donc, il y a vraiment pour l'instant, il y a un travail de recherche qui se fait sur des artistes pour avoir plus d'artistes féminines qui répondent en fait aussi à l'appel à projet. Merci beaucoup, Mathilde, d'avoir partagé ces quelques éléments. On peut aussi dire que, comme tu le disais, tu es référente responsabilité environnementale au pôle muséal. Donc, au niveau du pôle muséal et des musées, vous avez aussi un plan d'action autour de l'environnement. Juste pour terminer, je voulais juste vous demander, en conclusion, si vous avez des collaborations ou si vous travaillez avec les musées français ou les groupes français qui travaillent sur les questions de responsabilité sociale, d'inclusion ou responsabilité environnementale dans l'écosystème des musées français. Est-ce que à part aujourd'hui, vous avez pu avoir ces dialogues et participer aux ateliers du début d'après-midi, est-ce que du coup, vous avez actuellement des collaborations avec des structures françaises? Oui, Vanessa. Oui, je vais rebondir. Au niveau d'Event Change, par exemple, nous avons collaboré en 2023 et en 2024 avec le groupe des augures, notamment pour tout le volet éco-conception, qui était une autre grosse demande des musées bruxellois qu'on accompagnait, pour justement faciliter un peu le transfert de connaissances et dépasser les frontières, parce qu'on se rend compte que souvent, aller voir chez nos voisins facilite les choses, aussi bien vers la France, mais bêtement chez nous dans le nord du pays, où énormément de choses se font et où la barrière linguistique a tendance à un petit peu bloquer les choses. Donc on essaye d'activer ces réseaux pour être plus efficaces et j'ai envie de dire de rentabiliser tous les efforts de durabilité, d'accessibilité qui sont faits un peu partout. Estienne ou Mathilde? Ou Leïla? Dans le cadre du Forum de la culture durable organisé par Event Change aussi, on a eu l'occasion de se rencontrer avec pas mal d'institutions françaises et notamment avec la COFES, si je le prononce bien, Vanessa, et donc des personnes notamment du Festival d'Avignon ou du Festival de Marseille qui sont venues visiter la centrale pour justement faire des partages de bonnes pratiques en termes de durabilité, d'inclusivité. Et voilà, c'était une discussion qui avait quand même une discussion plus visite guidée qui avait duré plus d'1 heure et demie. Donc je pense que c'était assez passionnant et je pense qu'on voilà, les partenariats et les collaborations, les mises en commun des bonnes pratiques sont très, très importantes, c'est sûr. Peut-être de ce côté-ci de l'océan, au niveau du développement durable, c'est plutôt des collègues à moi qui s'occupent de tout ce qui est l'éco-conception, puis des politiques de développement durable. Donc, je sais qu'elles participent souvent là, à des tables de concertation, à des présentations. Je ne saurais malheureusement pas vous dire lesquelles. Du côté de la décolonisation, puis de l'autochtonisation, nous, on a beaucoup d'échanges plutôt officieux, mais avec des collègues d'institutions françaises sur des partages de bonnes pratiques. Donc, effectivement, là, il y a, par des voies officielles et des voies officieuses, il y a des échanges qui se font. J'espère que cette journée vous aura aussi donné l'occasion d'établir d'autres contacts. Mathilde, pardon, non. Donc j'espère que cette journée vous aura permis d'établir des contacts et que ces contacts pourront se prolonger par des collaborations. Désolé pour ce retard et pour ces problèmes techniques. Les impondérables techniques, et je vais redonner la parole du coup à soit Clara, soit Amandine. Merci à nos intervenantes. Donc, merci Mathilde, merci Leïla, merci Estienne et merci Vanessa d'avoir participé à cet échange. Et je voulais juste remercier Adèle Thiers qui a travaillé sur la traduction de la vidéo de Jen Alexander. Ça a été un travail un peu compliqué parce que vous avez vu que Jen parlait assez vite. Et Régis Cotentin du Palais des Beaux-Arts de Lille qui a assuré le montage de cette vidéo. Et cette vidéo sera en replay. Vous pourrez la reconsulter à nouveau à l'issue de cette journée. Amandine, Clara.
Allô, allô? On est là. Ah. On est toujours là. Ah. Merci Pierre-Yves, merci pour cette table ronde internationale. Ça fait du bien, même à nos oreilles, d'entendre des voix avec des petits accents exotiques. C'était très agréable et très intéressant. Et assez différent finalement. On se rend compte quand même qu'il y a différentes cultures aussi dans le domaine du numérique responsable. Merci beaucoup, c'était assez riche. Ce qu'on voulait rappeler, Clara et moi, c'est surtout que on est comme vous tous et sans doute comme tous ceux qui nous écoutent, vraiment en questionnement et en cheminement sur tous ces sujets. On a vu aujourd'hui un échantillon de ce qu'il nous reste à faire. Le chemin sera long, mais en tout cas beaucoup d'idées inspirantes, et on sent que c'est en réfléchissant effectivement tous ensemble que l'on va trouver des débuts de solutions. Donc merci pour ça, merci à tous nos intervenants. Vous trouvez nos coordonnées très facilement en ligne sur LinkedIn ou sur le site web du musée. On sera ravis d'échanger et d'aller encore un peu plus loin avec vous sur tous ces sujets-là. Et pour ceux qui n'ont pas pu assister à l'ensemble de la journée, je vous rappelle simplement que tout sera mis en ligne. Chaque séance sera mise en replay sur notre chaîne YouTube, et on va aussi faire en sorte de récupérer tous les contenus qui ont été partagés par les intervenants et de les mettre en ligne sur la page du workshop. Voilà, merci à tous. Pour le mot de la fin, je tenais à remercier le public en ligne de l'événement qui a été nombreux à nous suivre aujourd'hui. Malgré le fait que ce soit un vendredi, qu'on soit un vendredi en fin de journée, vous êtes toujours nombreux et nombreuses à être connectés. Merci pour votre attention. Évidemment, je remercie l'intégralité des intervenantes et des intervenants, des conférences et des ateliers. Merci d'avoir répondu présent pour cette journée. Merci à Bella Lotto et Fleur d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous à Lille pour être présente ce matin dans nos murs au Palais des Beaux-Arts. Et enfin, un grand merci à l'équipe de Live, qui est notre prestataire technique pour cette journée et qui nous a permis de partager ce workshop avec vous en ligne. Merci, à bientôt. On va vous diffuser nos coordonnées, Amandine et moi, juste après, pour que vous puissiez éventuellement nous contacter si jamais vous avez des questions après cette journée. Merci beaucoup.